Donc c'est Eric de la Ville-Georges qui commence. Situation de l'emploi en Allemagne. C'est clair que la situation est meilleure en Allemagne qu'en France. J'avais des chiffres même un peu plus optimistes sur le chômage en Allemagne qui est de l'ordre de 5,4% je crois cette année, qui va baisser à 5,3% l'année prochaine, comparé avec plus de 10% en France, donc il y a une grosse différence. On a évoqué les raisons donc, de la bonne situation de l'emploi, dues aux réformes Schröder, et puis d'une manière générale, l'évolution des salaires en Allemagne depuis 2003 a toujours été plus faible que la hausse de productivité. Et c'est aussi une des raisons fondamentales en fait, de la compétitivité de l'Allemagne. Il y a un point qu'on a abordé aussi, c'est la démographie. Donc depuis 2009, la population baisse en Allemagne. Donc mécaniquement, c'est favorable à l'emploi, évidemment. Et puis, il y a évidemment tout ce qui est culture du dialogue social, le pragmatisme allemand, les accords par branche, etc., qui sont favorables à l'emploi. Donc la situation est bonne. Des opportunités pour des ingénieurs français en Allemagne et pour les germanophones en général. Oui, alors l'Allemagne manque d'ingénieurs, c'est clair. Aujourd'hui, on a un besoin de l'ordre de 80 000 ingénieurs par an en Allemagne, 40 000 en France. Donc il y a un réel besoin. C'est dû à peu près 50% pour des départs en retraite. La population vieillit, et puis 50% au développement économique, en fait. Donc l'Allemagne est consciente de ce problème, cette difficulté. Ils ont créé un portail que vous pouvez voir, qui s'appelle makeitingermany.com. Donc c'est make. Vous pouvez répéter ? Make-it-in-germany.com. Voilà, donc c'est un portail, vous verrez, qui est destiné justement à aider à attirer en fait des ingénieurs et aussi des techniciens et autres vers l'Allemagne. Ils ont des milliers d'offres d'emploi, donc ça peut être intéressant. Et je dirais que les demandes, elles sont aussi bien des grands groupes. Donc Siemens, je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui sont chez Siemens, mais ils ont un gradué de programme de 3 fois 6 mois, je crois, avec passage en Allemagne, etc. Ils ont des besoins, et les PME, les grosses PME également ont des besoins. Les germanophones, indispensables ? Les germanophones, oui, je dirais qu'aujourd'hui... Flüssig Deutsch, ça aide. Alors, bon, en fait, dans les grands groupes, moins peut-être que dans les grosses PME, PMI, mais ça reste un avantage. Ce qui est clair, nous, on recrute pas mal, par exemple, de patrons de filiales allemandes de groupes allemands, donc filiales en France de sociétés de groupes allemands. Bon, il faut parler allemand. Hein, et même, je dirais, sur des postes opérationnels, quand vous êtes en relation avec les usines ou la logistique, etc., on va demander l'allemand. C'est un allemand très technique, où il faut aussi parler... Oui, alors je dirais il faut parler, il faut pouvoir tenir une conversation, tenir un entretien. Mais après, vous avez par exemple, les sociétés allemandes cherchent des techniciens SAV itinérants en France qui parlent allemand. C'est-à-dire que c'est très difficile pour nous. Bon, ça concerne, c'est pas forcément des ingénieurs, mais l'allemand est souvent demandé en fait. Les différences de salaire, on l'a un peu évoqué, peut-être rapidement. Oui, alors moi j'avais quelques chiffres. En gros, si vous voulez, moi j'estime à peu près à 20% l'écart de salaire. Les ingénieurs débutants, en moyenne, ils sont à 44 000 en Allemagne, 30 000 en France. Bon, ce n'est pas les centraliens, mais donc ça fait un écart important. Ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, les charges sociales pour l'employé sont à peu près similaires, donc il va se trouver avec un meilleur salaire net. Par contre, les charges employeurs sont beaucoup plus faibles en Allemagne qu'en France. Hein. Donc 20 et quelques pourcents contre 45-50 en France. Donc d'ailleurs, c'est une des difficultés qu'on a, c'est pour expliquer aux entreprises françaises qui veulent recruter en Allemagne, on leur dit, vous allez recruter, les salaires sont plus élevés, donc ils ont du mal. Mais je leur dis, oui, mais les charges, avec les charges qui sont plus faibles, en fait, ça revient au même. Donc là, on a toute une explication à fournir. Quel conseil pour postuler dans une entreprise allemande ? Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Un dossier de candidature pour une entreprise allemande, c'est pas un CV. C'est-à-dire c'est un dossier. Donc en fait, il y a peut-être 20 pages. Vous avez en première page une photo, et une photo professionnelle, une belle photo. Moi, je dis souvent à des candidats, mettez pas de photo si elle n'est pas bonne. Les Allemands, on va pas aller au studio Harcourt quand même. Ah, ils vous mettent des belles photos. Je ne sais pas comment ils les font, mais c'est des photos. Les Allemands le font, oui. Les Allemands vous font des très belles photos. Donc, une belle photo.
Et après, vous avez un CV résumé, après un CV développé, et après vous avez les Zeugnis. Donc malheureusement, on n'a pas tellement ça en France, donc vous allez avoir du mal. Ce sont les certificats. Vous pouvez mettre des références, les références. Des recommandations, s'il les vous plaît, recommandations, voilà, personnelles. LinkedIn, ça c'est vraiment important. Et puis les diplômes, ils vous demandent toujours les photocopies des diplômes que vous avez. Voilà, donc ça vous fait un beau dossier. Apprendre l'allemand, on peut s'y mettre maintenant, là, 30 ans, 35 ans, Alors si 40. vous avez, c'est difficile. Bon, il y en a beaucoup qui connaissent l'allemand là, je pense. Qui parle allemand dans la salle? Oh, une majorité. Bon. Donc on va passer rapidement. Pas besoin d'apprendre l'allemand, tout le monde le parle. Voilà. Et les différences culturelles alors? Cliché ou pas? Non, c'est pas un cliché en fait. Quand un recruteur allemand vient chez nous pour voir des candidats, ils arrivent la veille, ils sont préparés, ils ont lu tous les rapports, ils ont déjà une idée sur les candidats. Ils me demandent systématiquement quel est l'ordre du jour, comment va se dérouler la réunion. Donc voilà, il y a un timing. Vous présentez 5 minutes, le candidat 20 minutes. Ok, on tient le timing. À la fin, on fait une matrice pour essayer d'évaluer les candidats. C'est un peu chiffré, etc. Donc tout ça pour dire qu'il y a une façon d'aborder les sujets qui est quand même très structurée, je crois que c'est vrai. Et je vais vous montrer quelques slides pour illustrer ça, vous y avez droit. Voilà, donc c'est ce que je vous dis, il faut être à l'heure. Pour vous donner une anecdote, je présente 3 candidats, un client, shortlist, qui ont été évalués, évidemment il y a des rapports, etc. Il y en a un malheureusement qui arrive en retard, il arrive en retard 20 minutes, mais il y avait une bonne raison, vraiment c'était une bonne raison, il y avait le TGV qui avait été bloqué, je ne sais pas quoi. Le client voulait à peine le recevoir, il l'a reçu, mais c'était terminé. Le client allemand, il dit, bon, il fallait qu'il se débrouille, il arrive la veille. Voilà. Être factuel, donc voilà, il ne faut pas raconter des histoires, on raconte son CV avec des faits, des chiffres, des choses concrètes. Ensuite, alors, démontrer au lieu de séduire. Hein, c'est-à-dire que quand vous avez une question, parfois, le français, on a tendance à dire, bon, je ne connais pas exactement la réponse, mais je vais tourner un peu autour et puis je vais le convaincre. Avec l'allemand, ça ne marche pas, en fait. Hein. Il faut des faits et assez vite, en fait. Assez vite, il a posé une question, donc il attend une réponse. Voilà, les chiffres. Alors, Angela, mais non, on a juste besoin de capitaliser sur l'expérience. Et François, non, il faut tout réinventer. Donc ça, c'est assez classique aussi. C'est-à-dire que dans l'innovation, le français est créatif, ce qui est une qualité. L'allemand a tendance à s'appuyer sur des choses concrètes. Moi, quand j'ai dirigé un département d'innovation, j'avais des ingénieurs français et allemands. Je leur avais dit, trouvez-moi un maximum d'idées pour que dans l'entonnoir d'innovation, on ait beaucoup de créativité. Les Français, il n'y avait pas de problème. Ils arrivaient, il y avait beaucoup d'idées. Les Allemands, il y en avait très peu. Et quand ils présentaient une idée, il y avait 20 pages. Le projet, il était quasiment validé, quoi. Et j'arrivais pas à faire passer ça aux Allemands, dire, voilà, mais c'est pas ça qu'on vous demande. Et ça, c'est pas dans la mentalité. Voilà, pour conclure, à gauche, c'est pas Julie Gaillet, mais ça va. Bien, merci Éric de la Ville-Georges. Stéphane Chaumienne, vous aussi, vous m'avez préparé des questions. Donc, la première question, c'était la spécificité de l'ingénieur centralien et l'intérêt pour une entreprise allemande comme Bosch d'en embaucher. Sur l'exemple, donc pourquoi un ingénieur centralien est intéressant pour une entreprise en Allemagne? Je vais prendre deux aspects principaux. Le premier, c'est que l'ingénieur centralien est généraliste. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas sous cette forme-là en tant que tel en Allemagne. Donc le fait d'avoir des ingénieurs qui soient à la fois généralistes et qui puissent être très bons techniquement, on en a parlé avant dans les témoignages. Nos collègues allemands sont factuels, il faut être rigoureux. L'ingénieur centralien apporte cette rigueur, mais il a en plus cet aspect généraliste. Donc on est capable, en tant qu'ingénieur centralien, de s'adapter à des sujets complexes rapidement. Et c'est vraiment une carte spécifique et une carte à jouer sur le marché en Allemagne. Et le deuxième point, la deuxième spécificité, et je vois certaines femmes dans l'Assemblée, c'est que l'ingénieur centralien peut être une femme. Les femmes en Allemagne
sont qualifiés mais ne travaillent pas, pour caricaturer un petit peu. Marie a un point sur cette là-dessus. Dans quelle mesure le fait que les femmes allemandes restent souvent au foyer a un impact sur le faible taux de chômage en Allemagne? Ouais. Alors, pour moi, je ne suis pas un spécialiste, on va dire, de l'économie allemande. Je dirais, à mon avis, pour moi, ça n'a pas un impact. C'est un problème en Allemagne. C'est-à-dire que je le vois dans l'entreprise chez Bosch, où il y a des initiatives dès l'école pour attirer les filles, les jeunes filles à choisir des études techniques, à être intéressées et à travailler. Donc moi, c'est un véritable problème pour l'Allemagne. Il y a un vivier de ressources en Allemagne, des personnes qualifiées, des femmes qualifiées, qui soit commencent à travailler et quittent ensuite le monde du travail, n'y reviennent pas. Donc c'est une force vive qui est sous-utilisée en Allemagne. Donc c'est une chance aussi pour les femmes centraliennes qui peuvent être dans l'Assemblée. Des entreprises comme Bosch et d'autres cherchent une diversité, cherchent une approche, une sensibilité sur des sujets, des compétences. Et donc je pense qu'il y a une véritable carte pour des femmes centraliennes en Allemagne. Alors vous aviez étudié à Munich et Paris. C'est quoi c'est un avantage d'avoir les deux, ce double diplôme, cette double formation? Oui, donc ça c'était le point suivant pour un ingénieur centralien, en particulier un ingénieur Time, donc double diplômé, donc d'apporter cet aspect international. Bon, on en a parlé aussi avant, l'Allemagne est très présente au niveau international, avec la France au niveau mondial, donc avoir des ingénieurs double diplômés donc avec le programme Time, c'est avoir des personnes qui ont aborder différentes cultures sur des sujets d'études, sur des sujets professionnels. Et c'est une véritable valeur ajoutée aussi pour les entreprises allemandes. Alors revenons en arrière. En 96, vous sortez de Centrale et vous choisissez l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne? Donc j'ai choisi l'Allemagne en entrant à Centrale. Ah, pardon. dans un premier temps. Pourquoi l'Allemagne? En entrant à Centrale, j'avais l'idée de partir en Allemagne en double diplôme. Pourquoi l'Allemagne? Parce que j'ai un intérêt pour la technique en tant qu'ingénieur. Et assez facilement, je me suis dit, l'Allemagne est leader dans pas mal de domaines techniques. Donc ça peut être intéressant en tant qu'ingénieur de découvrir et de s'intégrer à l'Allemagne. Et le deuxième aspect, c'était un calcul économique par rapport à ce qu'a dit Raphaël, c'est les deux premières puissances économiques. A priori, il y a peu d'ingénieurs qui ont une double culture franco-allemande. Et je dirais maintenant 18 ans après la sortie de l'école, c'est toujours un peu le même constat, c'est-à-dire que cette carte double culturelle franco-allemande pour un ingénieur généraliste est très valorisante. Et souvenez-vous, quand vous êtes arrivé là-bas, est-ce qu'il y a eu des difficultés d'intégration? Enfin, intégration est un mot peut-être un peu difficile, non? Oui, alors donc l'Allemagne, le titre était Oser l'Allemagne. On en a parlé ici que la plupart d'entre vous connaissent l'Allemagne. Pour avoir travaillé aussi en Angleterre, je pense qu'on est culturellement beaucoup plus proche avec nos amis allemands qu'avec nos amis anglais. En particulier le sud de l'Allemagne où j'ai vécu principalement. Donc Munich, Stuttgart est très proche culturellement. Et donc l'intégration est relativement facile, d'autant plus facile que les Allemands aiment la France et aiment les Français. Donc ça, c'est encore un autre avantage. C'est-à-dire qu'être français en Allemagne, on a un capital sympathie de départ qui est important. Donc on n'a pas à se cacher. C'est au contraire un avantage d'être français en Allemagne. Dans quelle mesure est-ce que l'intégration en Allemagne a été plus facile qu'en Angleterre grâce au fait que tu as fait une partie de tes études en Allemagne? En quoi est-ce que ça a joué? On va dire que ça permet de valider le diplôme. Je suis diplômé effectivement de Munich, donc Munich est une des grandes universités en Allemagne, donc c'est un petit peu comme en France, c'est-à-dire qu'il y a une identification. Ingénieur centralien en France, c'est une carte de visite. Et diplômé ingénieur en Allemagne, c'est une carte de visite. Donc il y a une première barrière et une reconnaissance qui est automatique, c'est-à-dire si Stéphane Chaumienne a le diplôme de l'université de Munich, c'est-à-dire qu'il a une certaine valeur de départ. Donc ça aide en termes de diplôme. Et l'autre aspect, c'est le fait d'avoir un double diplôme et donc d'avoir étudié en Allemagne et vécu en Allemagne. Il y a toute une partie intégration culturelle, compréhension du contexte social, de la façon de penser des gens, de compréhension de la société, qui est aussi un atout après, on va dire, plus dans le soft facts et dans la relation avec les collègues allemands, donc au-delà de l'aspect professionnel, plus l'aspect personnel et relationnel avec les Allemands. Donc, c'était pour savoir les programmes qu'offre Bosch en fait aux collaboratrices de réunir un emploi et la famille. Et donc, quelles sont les différences entre
entre la France et l'Allemagne? Ce que l'entreprise offre, je dirais de manière honnête, pas grand-chose. Mon employeur n'est pas là ce soir. Il y a des initiatives. Bosch donc favorise la diversité. Il y a des programmes en interne aussi pour créer une certaine émulation. Il y a par exemple des gardes d'enfants qui sont organisés. Par exemple, sur le site de Stuttgart où je travaille, il y a un jardin d'enfants, un kindergarten qui s'est ouvert là, à la rentrée. On n'est pas les précurseurs là-dedans. Il y a d'autres entreprises, je pense, qui sont plus avancées. Je voudrais faire un commentaire là-dessus sur l'emploi des femmes en Allemagne. Donc j'ai travaillé 8 ans à Stuttgart. Ma femme travaillait en Allemagne. On avait à l'époque 3 enfants en Allemagne. Donc travailler avec 3 enfants. Elle travaillait à temps plein. C'était une extraterrestre, certes, mais c'est possible. Et la barrière, pour moi, la barrière est avant tout culturelle. Plus que, comme on l'entend souvent, il n'y a pas de mode de garde, c'est pas possible. Je dirais non, il y a les possibilités. C'est beaucoup plus l'historique et l'ancrage culturel, comme quoi la femme ne travaille pas. Donc les entreprises peuvent aider, mais c'est à mon avis pas le point bloquant. On peut. Après, on parlait aussi de salaire, peut-être un commentaire là-dessus. Le point bloquant, il est à mon avis politique sur la fiscalité. Donc la fiscalité, on parlait de la fiscalité peut-être pour des célibataires. Moi, j'ai 4 enfants. La fiscalité en France et en Allemagne, c'est 2 mondes complètement différents. La plus grosse différence, donc en termes de congé maternité, congé parental, c'est similaire. La plus grosse différence, c'est pour moi la fiscalité et la politique familiale, qui est attaquée maintenant en France et qui est mise à l'assaut. C'est un peu paradoxal pour moi quand je compare entre l'Allemagne et la France. C'est-à-dire que ça a pour moi un fort avantage en France et l'Allemagne devrait plutôt aller dans ce sens-là. Et je m'étonne un peu que la France détruise cet avantage. Pour faire très simple, on va dire avec 4 enfants en France, vous ne payez pas d'impôts. Vous en payez pas jusqu'à maintenant, on va dire. Et en Allemagne, vous seriez imposé à 30%. 30% à peu près, je pense. Je ne dis pas de bêtises, je regarde 30%. Si vous prenez en plus l'assurance maladie, donc l'assurance maladie, sans rentrer dans les détails aussi, il y a le système privé et le système public. Donc système privé dans lequel j'étais en Allemagne, vous payez par enfant. Donc il y a des charges en plus qui viennent se rajouter. Donc il y a une grosse différence. Bon, gardons les 30%, ça fait une énorme différence au final. Est-ce que vous voyez une vraie différence en termes de mode de recrutement? Par exemple, entre les cabinets de recrutement, l'approche directe ou le réseau, qui me semble extrêmement important en France? Vous savez que dans les modes de recrutement, pour les cabinets, il y a ce qu'on appelle le success fee, et puis il y a les cabinets qui vont facturer en 3 tiers, etc. L'Allemagne est plus sur ce modèle, comme la France, donc ce n'est pas le modèle anglo-saxon en fait. C'est comme, je dirais, France et Allemagne sont similaires. Les réseaux sont très importants pour le recrutement, pour la recherche quand vous allez chercher un job. En Allemagne, c'est le réseau Xing qui est très utilisé. C'est un peu l'équivalent du Viadeo, mais pour l'Allemagne. Et puis LinkedIn, évidemment. Voilà. Bonsoir. Quelle est la notoriété de l'école en Allemagne? La notoriété en Allemagne, c'est docteur-ingénieur. C'est-à-dire que dès l'instant où vous êtes docteur-ingénieur, bon, c'est très bien. Alors après, les Allemands ne connaissent pas forcément Centrale, je pense. Alors, quand il y a un double diplôme, évidemment, avec München, c'est connu. Mais je dirais que la notoriété, c'est surtout le fait d'être ingénieur, en fait. Oui, je peux confirmer d'une manière générale, surtout si on parlait des entreprises de taille moyenne. Pour parler de mon exemple et du cas de Bosch, donc Bosch c'est un gros groupe, on est 300 000 personnes. Bosch, donc moi je suis rentré dans le groupe Bosch dans leur programme au potentiel en Allemagne, et Bosch avait donc il y a 15 ans identifié 2 écoles cibles en France, Centrale pour les hauts potentiels techniques et les SEC pour les hauts potentiels commerciaux. Donc le groupe avait une cible claire sur les centraliens et a intégré dans son programme au potentiel en moyenne 2 centraliens par an. Moi je suis allemand, je suis en double diplôme à Centrale. Et une difficulté que j'ai quand je suis en Allemagne, c'est d'expliquer en fait ce que c'est le généralisme d'ingénieur. En fait, comment les entreprises allemandes réagissent quand on leur explique le modèle français. Parce qu'en France, en fait, c'est connu. On voit que, on sait que les entreprises savent que un centralien a été un des meilleurs du concours et qu'il a donc un esprit mathématique, mais en Allemagne on ne sait pas ça. Comment on leur explique la formation d'ingénieur à la française? Alors, pour moi, il y a des explications simples qu'on peut utiliser. Il y a un point historique, c'est-à-dire que le système élitaire français, ou un système militaire qui pouvait exister en Allemagne jusqu'à la Seconde Guerre mondiale,
a été associé au nazisme, donc et a une forte connotation négative. Donc ce système-là a été pendant des années, on va dire, honni en Allemagne. Ça a changé il y a une dizaine d'années avec la création des Eliten-Unis, dont fait partie entre autres la TU München. Donc on peut faire un parallèle en disant Centrale, c'est un peu comme les Eliten-Unis qui ont été définis et actés en Allemagne. Moi, quand j'explique mon diplôme en Allemagne, je dis c'est similaire à une formation théorique en Allemagne, donc, où les généralistes en Allemagne, c'est les mathématiqueurs et les physiqueurs. Donc je dis c'est un peu comme les mathématiqueurs et les physiqueurs. Ou deuxième type, c'est comme un diplôme ingénieur avec un Aufbaustudium, donc un Wirtschaftsingenieur Aufbaustudium. Et quand vous faites ces parallèles-là, ils arrivent à situer assez facilement ce que vous avez fait.